Stéphane Ballon. Bonjour Julien. Si cette rencontre a effectivement lieu, Aurélie le disait, ce sera un sacré revirement de la part des Congolais. Comment ça peut s'expliquer ? Un véritable revirement qui pourrait s'expliquer par le fait que depuis quelque temps maintenant, on voit, on entend surtout une partie de plus en plus importante de la classe politique congolaise qui pousse à ces négociations. On a entendu des élus, notamment des élus des deux provinces de Kivu, appeler parfois de manière très directe, mais parfois de manière un peu détournée, à ces négociations. On l'a vu également avec les représentants des églises du Congo qui appellent à ces négociations. Et puis j'ajoute que les organisations sous-régionales, la SADC, le AEC, qui seront impliquées dans la résolution de cette crise dans l'est de la RDC, ont elles aussi appelé à ces négociations directes entre le Kinshasa et le M23. Finalement, tout ce monde qui finalement pousse à ces négociations, Kinshasa est quelque part un peu obligé de montrer quelques signes de bonne volonté en vue de la résolution de ce conflit. Maintenant, on est à l'étape des annonces. Des annonces de cet acabit ont été déjà faites dans le passé. Et par la suite, il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu concrètement. Et puis, s'il devait y avoir des négociations directes entre le M23 et Kinshasa, il faudrait voir à quel niveau de responsabilité, qui sera autour de la table. Est-ce qu'on sera à un niveau présidentiel? Est-ce qu'on sera à un niveau ministériel? Est-ce qu'on aura des nominations spécifiques pour mener ce type de négociations? Et surtout, et c'est la question véritable que pose cette annonce, qu'est-ce qui va être négocié entre Kinshasa et le M23? Est-ce qu'on va négocier autour des revendications initiales portées par le M23, c'est-à-dire l'intégration des combattants du groupe au sein de l'armée congolaise, la transformation du mouvement en mouvement politique, pour ne citer que ces deux revendications-là, ou est-ce qu'on va aller au-delà de ces revendications, sachant que depuis la prise de Goma, on parle, le M23, avec son allié AFC de Corneille Nangaa, parle de marcher sur Kinshasa et davantage aussi de partage de pouvoir. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qu'il faudrait prendre en compte, qu'il faudrait suivre et dont on va certainement discuter dans les prochains jours autour de ce plateau. Beaucoup de points d'interrogation. Stéphane, restez avec nous. En attendant une éventuelle rencontre donc, entre les Congolais et le M23, Kinshasa tente d'assurer ses arrières et se tourne vers les États-Unis. On a appris hier qu'un deal encore très embryonnaire se dessine entre Américains et Congolais. Un accès aux minerais contre une aide à la sécurité. Les sous-sols congolais attisent la convoitise. Et il y a de quoi. C'est un véritable trésor que renferme le sous-sol du pays. Florent Rodeau. C'est un pays aux richesses minérales immenses. En République démocratique du Congo, on trouve dans le sous-sol des diamants, de l'or, de l'uranium, de l'étain ou encore du cobalt. Un minerai devenu indispensable dans la composition des téléphones portables et des batteries électriques. La RDC en est le premier producteur mondial. Le pays est aussi le premier producteur africain de cuivre. L'exploitation de tous ces minerais rares représente près de la moitié du PIB congolais. Avec 95% des exportations, il rassemble 25% des emplois. Mais les analystes observent peu de ruissellement. Au niveau national, on a augmenté la production. Mais cette croissance n'est pas pro-pauvre. Parce que c'est une croissance qui profite à une caste politique. Et les populations n'en bénéficient pas. Objet de forte convoitise, ces minerais rares alimentent depuis 30 ans les violences dans l'est de la RDC, d'où leur surnom de minerais de sang. Une grande partie des exploitations minières de la région ne sont aujourd'hui pas contrôlées par l'État, mais par des groupes armés qui se disputent le contrôle de ces ressources. Selon plusieurs rapports, ces milices contraignent des civils et notamment des enfants à travailler dans les mines. Les revenus engendrés servant à financer leurs activités criminelles. Voilà Stéphane, les Américains seraient donc intéressés par ces terres rares, par ces minerais. Il y a cet accord qui a été évoqué hier, on en sait quoi ?
Pour l'instant, pas grand-chose pour tout vous dire. On en est à ce que les deux parties appellent des discussions exploratoires. Hein. Aurélie l'expliquait d'ailleurs très bien sur ce plateau hier. Mais il semble que Washington est ouvert à des discussions plus formelles. En gros, l'idée, c'est quoi? Toutes ces richesses dont on vient de parler dans le sujet de Florent Rodeau, qui se situent notamment dans la partie est, dans les deux Kivu de la RDC, on le sait, c'est une région qui est instable et qui est en proie à ce conflit dont on parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant. Donc l'idée, c'est de donner un accès privilégié à des investisseurs américains notamment, à ces mines, à ces ressources, des ressources qui sont devenues stratégiques, hein, notamment dans la transition énergétique, et en contrepartie, espérer un appui, plus qu'un appui d'ailleurs diplomatique des Américains, un soutien sur le plan sécuritaire, notamment. Maintenant, il faut voir quelle forme pourrait prendre ce soutien sécuritaire. On sait que l'administration Trump n'est pas en faveur d'un engagement militaire sur le terrain. On peut tout à fait imaginer que cet appui puisse prendre la forme de formation et de fourniture d'équipements. Mais de tout ça, on en est encore loin. On est vraiment dans des discussions, je le répète, exploratoires. Et bien sûr, Donald Trump, son enjeu, son intérêt, c'est de faire de l'argent. C'est aussi de concurrencer la Chine, déjà très, très implantée dans cette région. Oui. Alors, pour bien comprendre la chose, prenons la filière de la voiture électrique. Aujourd'hui, la Chine en est le leader mondial. Pour une raison principale, parce que la Chine maîtrise toute la chaîne de valeur de cette filière, c'est-à-dire de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la production du véhicule. Et la matière première de cette filière provient essentiellement de la RDC. Je vous prends l'exemple du cobalt. Le cobalt qui est ce minerai stratégique pour cette industrie. La RDC en est le premier producteur mondial. Et en RDC, les mines ou les sociétés qui exploitent ce minerai sont détenues à 50% par la Chine. Et par ailleurs, sur le plan mondial, la Chine est le pays qui raffine aujourd'hui, en tout cas qui a développé des capacités pour raffiner 80% du cobalt produit à l'échelle mondiale. Autant dire l'essentiel du cobalt venant de la RDC. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, et quand on sait aujourd'hui que l'industrie automobile demain sera de la voiture électrique, on comprend l'intérêt des Américains pour ce secteur. Et puis, quand on connaît la rivalité que Donald Trump nourrit vis-à-vis de la Chine, c'est presque de l'ordre du réflexe pavlovien chez lui, dès qu'il entend parler de la Chine. Donc, on peut tout à fait imaginer que la proposition ou la métendue des Congolais puisse intéresser les Congolais et les Américains, pardon. D'ailleurs, pour confirmer cet intérêt que pourraient avoir les Américains pour la RDC, le plus gros investissement américain aujourd'hui en Afrique se trouve dans cette région-là, sur ce qu'on appelle le corridor de Lobito, qui passe par le Katanga en RDC, qui part du Katanga en RDC et qui traverse l'Angola jusqu'au port de Lobito, avec un objectif notamment acheminer les minerais produits dans cette région, dans la région de Katanga, vers la face de l'Atlantique et l'exporter notamment vers les États-Unis. Donc il y a probablement quelque chose à négocier, à développer sur ce plan, et c'est bien vu de la part des Congolais, si je puis dire. Merci infiniment pour toutes ces informations. Stéphane Balong, voilà pour cet accord